Ma sœur a utilisé mon identité pendant 5 ans pour se construire une fausse vie pendant que je travaillais à l'étranger. Je suis rentré pour Noël, et un homme inconnu m'a accueilli joyeusement à la porte, bienvenue à la maison. C'est là que tout s'est éclairci. Je n'ai rien dit. J'ai engagé un avocat. J'ai tout documenté. 3 semaines plus tard, ma sœur m'a appelé, paniquée. Cet appel a été le début de la fin. Je m'appelle Viviane Laurent. J'ai 31 ans, et 5 années de ma vie ont disparu pendant que je travaillais à l'étranger, sans que je m'en rende compte. Quand j'ai quitté la France, je pensais simplement accepter une mission de rêve. J'ai voyagé léger, promis à ma famille que je reviendrais à la fin de mon contrat, et dit à ma sœur qu'elle pouvait utiliser ma chambre vide jusqu'à mon retour. Je ne lui ai pas donné la permission de devenir moi. 5 ans plus tard, je suis descendu d'une voiture avec chauffeur dans une banlieue tranquille près d'Aix-en-Provence, valise à la main, le cœur battant plus fort que ce que le décalage horaire pouvait expliquer. La maison en face de moi était censée n'être qu'une adresse sur le papier, un point de contact postal que je gardais pour des raisons pratiques. Au lieu de cela, elle semblait habitée, établie, confortable, comme si quelqu'un y avait construit tout un avenir. J'ai remonté l'allée, la clé dans la paume de ma main, en me disant encore qu'il devait y avoir une explication raisonnable. Peut-être que mes parents étaient à l'intérieur. Peut-être que ma sœur ne restait ici que temporairement. Peut-être que les alertes bancaires que j'ignorais depuis des mois n'étaient rien. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Un homme que je n'avais jamais vu m'a souri comme s'il m'avait attendu toute la journée. Il a dit une seule chose d'un ton qui m'a retourné l'estomac, « Bienvenue à la maison ». À cette seconde, j'ai compris que la vie attachée à mon nom dans cette ville ne m'appartenait pas du tout. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où suivez-vous cette histoire ? Je suis curieuse de voir jusqu'où elle voyagera. Cette nuit-là, dans un hôtel bon marché près de l'autoroute, j'ai enfin laissé mes mains trembler. La chambre était silencieuse, à l'exception du climatiseur qui cliquetait dans le mur et du bruit sourd de la circulation qui filtrait à travers la porte. J'ai posé ma valise dans un coin, ouvert mon ordinateur portable sur le petit bureau, et fixé l'écran de connexion pendant un long moment. J'avais passé des années à travailler dans des endroits où Internet coupait sans prévenir, où l'électricité était un luxe, où des communautés entières mesuraient le temps en saison plutôt qu'en échéance. Pourtant, rien de tout cela ne m'avait rendu aussi nerveuse que l'idée de vérifier ce que la France avait fait en mon nom. Je me suis connecté à mes courriels, puis à mon application bancaire, puis au compte de surveillance du crédit que je ne consultais presque jamais. Mon nom légal, Viviane Laurent, figurait en haut de chaque page, familier et soudainement étranger à la fois. La première chose qui m'a frappé, c'est l'adresse, une rue dans une banlieue près d'Aix-en-Provence, le même quartier où je venais de me tenir sur le porche d'un inconnu. Mon nom, cette adresse, répétée encore et encore, facture de service public, avis d'assurance, une carte de magasin local que je n'avais jamais demandé, des paiements automatiques que je n'avais jamais mis en place. 5 ans plus tôt, quand j'ai quitté le pays pour le travail, ma famille avait réagi comme si j'allais à l'autre bout du monde. Ma mère, Hélène, a pleuré pendant la plupart des adieux à l'aéroport. Mon père, Marc, n'arrêtait pas de poser des questions pratiques sur la procuration, la livraison du courrier et les déclarations de revenus. Ma sœur aînée, Mélissa, s'est portée volontaire pour garder un œil sur les choses pendant mon absence, comme elle le faisait toujours quand il y avait de la paperasse à organiser et la vie de quelqu'un d'autre à gérer. À l'époque, cela semblait anodin. J'ai signé quelques formulaires, mis en place une réexpédition du courrier vers la maison familiale près de Rennes, et ajouté Mélissa comme contact sur certains comptes. Je me suis dit que cela leur faciliterait la vie. J'enverrais de l'argent à la maison de temps en temps, je rendrais visite quand je le pourrais, vivant avec un simple sac à dos dans des endroits où la seule adresse officielle dont j'avais besoin était celle du camp de projet où je dormais. La première année à l'étranger s'est fondue dans la seconde. La connexion était intermittente, et j'ai pris l'habitude de vérifier mes messages par rafale dès que le signal apparaissait. Quelques alertes étranges s'étaient glissées à l'époque, de petites choses que j'ai balayées avec des explications dues à la fatigue, un relevé que je ne reconnaissais pas, adressé à moi mais envoyé à une boîte postale près d'Aix-en-Provence que je n'avais jamais demandé, une brève note d'un représentant de la banque demandant de confirmer un changement d'adresse que je ne me souvenais pas avoir approuvé. Quand j'ai interrogé Mélissa à ce sujet lors d'un appel précipité, elle a balayé la question d'un rire et a dit qu'elle consolidait simplement le courrier pour que rien d'important ne se perde. J'ai laissé tomber. J'étais épuisé,
souffrant presque constamment du décalage horaire, et reconnaissante que quelqu'un à la maison soit prêt à gérer les aspects ennuyeux de ma vie. Dans la chambre d'hôtel, avec une connexion stable et personne d'autre à blâmer, j'ai regardé le schéma se dessiner sur mon écran. Ce qui avait commencé comme une simple réexpédition de courrier s'était lentement transformé en autre chose. Quelque part au cours de la 3e année, mon adresse officielle était passée de la maison familiale à cette banlieue près d'Aix-en-Provence. Quelques mois plus tard, un nouveau compte est apparu avec mon nom attaché à une propriété là-bas. Après cela, une série de services publics, de polices d'assurance et de services locaux se sont enchaînés comme des dominos. Chaque entrée portait mes informations, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, mon nom tapé nettement à côté de frais et de soldes qui n'avaient rien à voir avec le travail que je faisais à l'étranger. Sous l'entrée de la propriété, un nom secondaire était listé comme contact. Le prénom de Mélissa y figurait dans une police de caractère propre et professionnel, comme si sa place était sur cette ligne. Ma poitrine s'est serrée, mais l'émotion n'était plus de la confusion. C'était de la reconnaissance. Rien de tout cela n'était un accident, et rien n'était temporaire. C'était une vie construite détail par détail, avec mon identité comme fondation. J'ai fait défiler les messages que j'avais survolés et oubliés. Il y avait des notes de mes parents mentionnant que Mélissa gérait les choses pour moi, que tout le monde était fier de la façon dont je semblais équilibrer voyage et responsabilité. Il y avait des courriels automatisés me remerciant d'avoir choisi certains services à Aix-en-Provence, rédigés dans le langage plat et enjoué des systèmes d'entreprise qui n'ont aucune idée quand ils sont utilisés comme des armes. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, le tremblement de mes mains avait cessé. Les faits étaient simples, même si tout autour d'eux semblait irréel. Quelqu'un en qui j'avais confiance avait cessé de m'aider et avait commencé à construire une existence entière avec mon nom sur chaque ligne. Le lendemain matin, je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait le système mieux que moi. J'ai cherché un avocat spécialisé en usurpation d'identité et en fraude financière, parcourant les sites web des cabinets jusqu'à ce qu'un nom revienne sans cesse dans les avis locaux. En moins d'une heure, j'étais assise dans une petite salle de conférence face à une avocate nommée Nina Rousseau. Elle a scanné mon permis de conduire, jeté un œil à mon passeport, et m'a écouté expliquer qu'un homme m'avait accueilli dans une maison liée à mon dossier de crédit comme si j'y vivais, alors que j'avais passé les 5 dernières années sur un autre continent. Maître Rousseau a posé des questions précises, depuis combien de temps j'étais parti, qui dans ma famille avait accès à mes documents, quand j'avais remarqué pour la première fois quelque chose d'inhabituel dans mes comptes. J'ai répondu, me forçant à m'en tenir aux faits plutôt que de sombrer dans l'incrédulité. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée, a tapé son stylo contre un bloc-notes juridique, et m'a dit la partie que je soupçonnais déjà mais que je ne voulais pas dire à voix haute. Ce n'était pas un malentendu, c'était délibéré. Elle a exposé ce qui devait se passer en étapes simples. Je devais demander des rapports complets à la Banque de France, pas seulement les résumer sur mon téléphone. Je devais récupérer chaque relevé lié à l'adresse près d'Aix-en-Provence. Je devais établir une chronologie de mes missions de travail à l'étranger, chaque vol d'entrée et de sortie du pays, chaque période avec un accès limité. Nina m'aiderait à comparer ma localisation physique avec chaque compte ouvert à mon nom. Puis est venue la partie qui m'a de nouveau noué l'estomac. Pour tout compte montrant une preuve claire de fraude, elle voulait que je sois prête à signer des déclarations sous serment. Une fois celle-ci en place, elle pourrait contacter les institutions, signaler les comptes et, si nécessaire, faire intervenir les forces de l'ordre. Son ton est resté calme, mais il n'y avait aucun moyen d'adoucir ce qu'elle suggérait. Si la personne derrière tout ça était celle que je pensais, je livrerais ma propre sœur à un système qui ne se souciait pas des liens familiaux. Nina ne m'a pas poussé à décider sur le moment. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la préservation des preuves. Elle m'a dit d'arrêter de confronter les gens verbalement et d'éviter d'envoyer des messages émotionnels qui pourraient embrouiller les choses plus tard. Elle m'a suggéré de parler à un enquêteur en fraude qui travaillait avec des banques et des assureurs, quelqu'un avec qui elle avait collaboré sur d'autres cas. Son nom était Jean-Pierre Martin. J'ai rencontré Jean-Pierre cet après-midi-là dans un autre bureau de l'autre côté de la ville, un bâtiment bas avec une réception qui ressemblait plus à celle d'un comptable qu'à quelque chose de dramatique. Il était calme et méthodique, avec le genre de patience qui pousse les gens à continuer de parler. Il m'a expliqué comment les dossiers de crédit sont construits, comment les adresses sont liées, et comment un seul changement peut se propager à travers les systèmes jusqu'à ce qu'il semble que quelqu'un mène une vie entière dans un endroit où il n'a jamais mis les pieds. Ensemble, nous avons examiné ligne par ligne les comptes liés à mon nom.
Jean-Pierre a souligné des détails que je n'aurais jamais remarqués, la façon dont les enregistrements se regroupaient autour des périodes de vacances, quand j'étais le plus difficile à joindre, et la façon dont certaines charges étaient petites et régulières, clairement conçues pour se fondre dans les dépenses de routine. La personne qui avait fait cela était prudente, mais pas assez pour cacher le moment des faits. Au moment où j'ai quitté son bureau, nous avions un plan qui couvrait les 3 semaines suivantes. Je garderais mes distances avec ma famille, en restant à l'hôtel et en me déplaçant discrètement. Je rassemblerai des copies de chaque document lié à cette maison, les titres de propriété, les profils de compte en ligne, toute la paperasse à laquelle je pouvais accéder sans alerter la personne qui les avait mis en place. Jean-Pierre se coordonnerait avec Nina pour que chaque nouvelle découverte alimente un dossier croissant avec mon nom sur la couverture. Le soir, je m'asseyais sur le bord du lit de l'hôtel avec mon ordinateur portable sur les genoux, construisant la chronologie que Nina avait demandée. J'ai listé mes missions à l'étranger, quand j'étais sur des sites de projets sans signal fiable, quand j'étais en transit, et quand je passais brièvement par la France entre les déploiements. À côté de ces entrées, j'ai noté les ouvertures de comptes en Provence, les changements d'adresse, les approbations de services et les demandes. Les vides coïncidaient avec une précision qui a transformé le malaise en certitude. Plus le schéma se précisait, moins il y avait de place pour les illusions. Ce n'était pas quelqu'un qui utilisait mon nom par accident ou par confusion. C'était quelqu'un qui savait exactement quand je serais trop loin ou trop occupé pour le remarquer. Quelqu'un qui comprenait mon horaire de travail presque aussi bien que moi. Quelqu'un qui connaissait mon numéro de sécurité sociale, les habitudes de mes parents, et la façon dont notre famille gérait les responsabilités. Quelqu'un qui avait grandi sous le même toit que moi. Plus tard cette semaine-là, j'ai cessé d'éviter mes parents. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café en périphérie de la ville, loin de la banlieue où mon nom avait vécu une seconde vie. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un café, et j'ai posé des copies imprimées des documents clés sur la table. Mes mains étaient stables. Le choc s'était transformé en concentration. Quand mes parents sont entrés, ils avaient l'air plus fatigués que dans mon souvenir. Ils m'ont serré dans leurs bras automatiquement, puis se sont assis et ont attendu. Je n'ai pas commencé par des accusations. J'ai glissé la première page vers eux et leur ai demandé de la regarder. L'adresse en haut était celle de la maison dans la banlieue près d'Aix-en-Provence. En dessous se trouvaient des numéros de compte et des cycles de facturation. J'ai regardé leurs yeux parcourir la page, puis passer à la suivante quand je l'ai ajoutée à la pile, compte de service public, assurance, un titre de propriété du cadastre liant cette adresse à mon nom légal, Viviane Laurent. J'ai demandé quand ils avaient vu cette adresse pour la première fois. J'ai demandé quand ils avaient accepté que quoi que ce soit ouvert en utilisant mes informations. J'ai gardé une voix égale. Je voulais leur souvenir, pas leur défense. L'explication est venue par petits morceaux. Après mon départ du pays, ma sœur aînée a commencé à venir les voir avec ce qui ressemblait à un plan. Elle leur a dit que cela m'aiderait à garder une base stable en France pendant que je travaillais à l'étranger. Elle a dit que certains projets exigeaient une adresse permanente, que ce serait mieux si je semblais enraciné quelque part plutôt que de toujours bouger. Elle a prétendu que je ne pouvais pas entrer dans les détails à cause de règles de confidentialité liées à mon travail. Normalement, mon père aurait insisté pour entendre cela de ma part. But ils étaient déjà habitués aux appels retardés et aux courriels intermittents. Quand des messages qui semblaient venir de moi ont commencé à arriver, utilisant les mêmes phrases que ma sœur avait employées en personne, leurs doutes se sont estompés. Ils croyaient soutenir une stratégie que j'avais approuvée. Ils ne pensaient pas l'aider elle, ils pensaient m'aider moi. En les écoutant, je pouvais tracer les points où la prudence avait glissé. Mélissa est devenue la personne qui gérait mon courrier, mes formulaires fiscaux, et les petites tâches administratives que je ne voulais pas gérer depuis un autre hémisphère. Chaque nouvelle permission semblait raisonnable en soi, changer l'adresse d'envoi des relevés, la laisser signer un formulaire, la laisser parler à une banque en mon nom. Au moment où une maison entière existait sous mon nom, ils avaient cessé de demander pourquoi je ne mentionnais jamais y vivre. J'ai demandé qui avait eu l'idée de la maison en premier. Ils ont tous les deux prononcé son nom. Le prononcer à voix haute dans cette pièce a changé l'atmosphère. Jusqu'à ce moment, elle avait été une ombre dans l'histoire. Une fois son nom prononcé, le contour s'est précisé. Il n'y avait pas de fonctionnaire à blâmer, pas de problème technique dans un système. Seulement quelqu'un qui avait grandi dans la même famille et savait exactement jusqu'où elle pouvait étirer leur confiance.
Je leur ai dit que j'avais déjà parlé à un avocat et à un enquêteur en fraude. Je n'ai pas détaillé ce qui pourrait suivre ni quelles accusations pourraient être portées. J'ai seulement clarifié une chose, je ne traiterai pas cela comme un malentendu ou une dispute privée. Leurs visages se sont crispés. Aucun d'eux n'a essayé de m'en dissuader. Quelle que soit la loyauté qu'ils ressentaient envers ma sœur, elle n'effaçait pas la réalité sur les pages entre nous. L'étape suivante était l'homme à la porte. Je suis retourné dans la banlieue un après-midi où la rue était calme et la plupart des allées étaient vides. Cette fois, je ne portais qu'un mince dossier et un téléphone en mode enregistrement. J'ai sonné et attendu. Il a ouvert la porte avec la même familiarité que la fois précédente, et a utilisé mon nom comme s'il lui appartenait. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Je suis resté sur le porche et je l'ai observé, écoutant l'histoire qu'il pensait que nous partagions. Je l'ai laissé parler. Il a mentionné les factures, les routines, les voisins. Il a mentionné la façon dont mon prétendu programme de voyage rendait la planification difficile. Chaque détail correspondait au compte qui avait été ouvert à mon nom. Sa version de ma vie incluait des informations que seule ma famille aurait dû connaître. On aurait dit que quelqu'un lui avait donné un scénario sans jamais lui dire que c'était de la fiction. À un moment donné, il a mentionné ma sœur. Il a utilisé son prénom nonchalamment, comme si elle n'était qu'une parente serviable. Ce simple détail a tout mis en place. Elle ne s'était pas contentée du courrier et des signatures. Elle avait utilisé mon identité pour construire une relation à l'intérieur de sa maison. Quand je suis parti ce jour-là, je suis retourné à ma voiture avec plus qu'un soupçon. J'avais des documents, des chronologies, et un témoin dont la vie quotidienne reposait sur une version de moi qui n'avait jamais existé. De retour à l'hôtel, les jours se sont installés dans une routine qui ressemblait plus à de la surveillance qu'à une reconstruction. Chaque matin, j'alternais entre les appels téléphoniques et les formulaires, la Banque de France, les compagnies de services publics, le service du cadastre de la préfecture, chaque endroit où mon nom apparaissait sur un écran ou dans un dossier. Je demandais des relevés complets, des lettres de confirmation, des copies de demandes prétendument signées par moi. Chaque fois qu'un employé semblait hésitant, j'utilisais la même phrase, j'avais vécu à l'étranger et je devais vérifier que personne n'avait utilisé mon identité sans mon consentement. C'était un travail fastidieux en surface, mais chaque nouveau document semblait être une brique de plus dans un mur. J'apprenais enfin à construire pour moi-même. Les après-midi étaient consacrés à la paperasse. J'ai acheté un scanner bon marché et transformé le bureau de l'hôtel en centre de commandement. J'ai créé des dossiers sur mon ordinateur portable pour chaque institution et les ai reproduits avec des classeurs physiques, étiquetant tout à l'encre noire épaisse. Un classeur ne contenait que des éléments liés à la maison dans la banlieue près d'Aix-en-Provence. Un autre suivait les plus petits comptes qui tentaient de se fondre dans les dépenses ordinaires. Derrière chaque charge, chaque service, chaque ligne de texte bien nette, je voyais le même choix répété. Quelqu'un en qui j'avais confiance avait décidé que mon nom était plus facile à porter que le sien. Jean-Pierre prenait des nouvelles régulièrement, parfois par courriel, parfois lors de brefs appels où sa voix restait calme alors que la mienne menaçait de se briser. Il m'a expliqué comment préserver les métadonnées sur les documents numérisés, comment télécharger les relevés sans altérer les horodatages, et comment consigner chaque interaction avec une entreprise pour que Nina puisse plus tard pointer vers une piste claire. Le processus était lent, méthodique et étrangement silencieux, ressemblant plus au démantèlement d'une machine soigneusement câblée qu'à la révélation d'un seul mensonge spectaculaire. Du côté juridique, Nina a donné une structure légale à tout ce que je lui envoyais. Elle a classé chaque compte en groupe, clairement frauduleux, potentiellement contesté, et légitime. Pour chaque entrée frauduleuse, elle a rédigé des déclarations sous serment que je devais examiner et des déclarations qui me retournaient l'estomac, même si je savais qu'elles étaient nécessaires. Signer mon nom au bas d'une page, déclarant qu'une autre personne l'avait utilisé sans permission, c'était comme sortir de moi-même et pointer un doigt vers mon propre visage. Nous nous sommes mis d'accord sur une règle immuable, je ne confronterai pas ma sœur en privé. Le moment venu, il y aurait des témoins qui comprendraient ce qu'ils voyaient, et il y aurait des documents sur la table pour étayer chaque mot que je prévoyais de dire. Pas de dispute tard le soir, pas de scènes émotionnelles dans l'embrasure d'une porte, rien qu'elle ne puisse transformer en malentendu. Les 3 semaines se sont remplies rapidement. J'ai rencontré mes parents quelques fois de plus dans des lieux publics, jamais chez eux et jamais près de la maison qui portait mon nom. Je leur ai montré des parties du processus pour qu'ils comprennent que ce n'était plus un désaccord familial mais une correction juridique.
Ils ont demandé ce qui pourrait arriver à leur autre fille, s'il y avait un moyen de défaire ce qui avait été fait sans impliquer les tribunaux. Je n'ai offert aucun réconfort, et je n'ai pas fait de promesses que je ne pouvais pas tenir. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les décisions que je contrôlais. Nina et moi avons choisi une date où tout le monde prévoyait déjà de s'asseoir à la même table. Un dîner de fête, le genre de soirée qui avait toujours réuni notre famille, peu importe à quel point nous étions dispersés pendant l'année. Mes parents seraient les hôtes. J'y assisterais. Ma sœur serait invitée sans aucun avertissement sur ce qui l'attendait. Dans les jours précédant ce dîner, je suis retourné une dernière fois dans la banlieue sans franchir le seuil. Je me suis garé au bout de la rue et j'ai observé la routine se dérouler depuis ma voiture. Les lumières s'allumaient à des heures prévisibles. Des livraisons étaient déposées sur le perron. Une vie que je ne reconnaissais pas continuait comme si de rien n'était. J'ai noté les plaques d'immatriculation dans l'allée, les noms sur les colis, et le rythme des départs et des retours. Rien de tout cela ne changeait ce qui avait déjà été collecté. Au contraire, cela confirmait à quel point la fiction s'était profondément installée dans le quartier. Les gens saluaient de la main quand les voitures arrivaient. Un enfant du voisinage a descendu le trottoir à vélo et a laissé un sac à dos sur le porche sans se soucier de sa sécurité. La maison ne ressemblait pas à une scène de crime. Elle ressemblait à toutes les autres maisons du pâté de maison, ce qui, d'une certaine manière, rendait le vol encore plus complet. À la fin de la 3e semaine, les classeurs étaient pleins, les dossiers numériques étaient sauvegardés, et le cabinet de Nina avait tout ce dont il avait besoin pour passer de la préparation à l'action. Il ne restait plus qu'à réunir tout le monde dans la même pièce, à poser les documents entre nous, et à voir qui serait encore prêt à prétendre ne pas comprendre à quoi mon nom avait servi. Le soir du dîner est arrivé avant que mes nerfs ne me rattrapent. Mes parents nous ont reçus dans leur petite maison, dans le même salon où nous avions autrefois ouvert des cadeaux ensemble. Maintenant, les meubles semblaient plus proches, l'air plus lourd. Ils se déplaçaient dans la cuisine avec un rythme silencieux, mettant la table et vérifiant le four, en faisant attention de ne pas regarder les dossiers empilés à une extrémité. Je n'avais apporté que ce qui comptait, des copies des titres de propriété, des comptes de service public, des polices d'assurance, et un résumé préparé par Jean-Pierre qui montrait la séquence des demandes à mon nom alignées sur les années que j'avais passées à l'étranger. Nina m'avait guidé à travers chaque section et s'était assurée que je pouvais l'expliquer sans détourner le regard de quiconque de l'autre côté de la table. Quand la sonnette a retenti, ma poitrine est restée calme. La peur s'était consumée pendant les semaines de préparation. Ce qui restait, c'était une attente sereine. Ma sœur est entrée la première. Elle portait un plat couvert avec l'aisance de quelqu'un arrivant à une réunion de famille normale. Elle a embrassé nos parents, a fait un commentaire sur la circulation, et ce n'est qu'alors qu'elle a posé les yeux sur moi. Pendant une seconde, son expression a vacillé. Puis elle l'a lissé avec la même chaleur étudiée que j'avais entendue dans les messages envoyés sous mon nom. L'homme de la maison l'a suivi avec un signe de tête poli. Il a remercié mes parents de nous recevoir et a posé une bouteille de cidre pétillant sur le comptoir. Ma mère a pris la bouteille et s'est retournée vers la table. Nous nous sommes assis. Le repas a commencé par une conversation banale qui avait un goût de carton. Mes parents ont posé des questions sur le travail. Ma sœur a posé des questions sur les vols. J'ai répondu par de courtes phrases factuelles. Je n'ai pas mentionné l'hôtel ni les heures passées au téléphone. Les dossiers à mon coude n'ont pas bougé. C'est mon père qui les a pris. Il s'est éclairci la gorge, a posé la main sur la pile, puis l'a glissée vers le centre de la table. Les couverts se sont tus. Le regard de ma sœur a suivi le mouvement et s'est arrêté quand elle a reconnu le sceau de la mairie d'Aix-en-Provence en haut de la première page. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai pris le titre de propriété et j'ai lu l'en-tête, mon nom légal, l'adresse dans la banlieue près d'Aix-en-Provence, la date à laquelle le registre indiquait que la maison m'avait été liée. J'ai posé la page à plat, puis j'ai tourné la suivante vers eux pour que les chronologies qui se chevauchaient soient visibles. J'ai décrit en langage simple où j'étais réellement lorsque ces documents avaient été signés, quelles frontières je traversais, sur quel projet j'étais en poste, et à quelle distance j'étais de n'importe quel bureau dans le sud de la France. Chaque déclaration est restée simple, lieu, distance, impossibilité. Quand j'ai eu fini, j'ai laissé le silence agir sur les chiffres. En face de moi, ma sœur a enchaîné les réactions sans trouver de mots qui tiennent. D'abord un léger froncement de sourcils, puis sa mâchoire s'est crispée. Ses mains ont quitté la table,
ses doigts se sont serrés fermement sur ses genoux. Quand j'ai atteint la partie du résumé de Jean-Pierre qui listait chaque compte ouvert à mon nom avec la maison comme point d'ancrage, elle m'a regardé droit dans les yeux. La reconnaissance dans son regard était claire, tout comme le calcul. Elle savait exactement ce que ces pages signifiaient et combien de travail avait été nécessaire pour les rassembler. S'il y avait du regret, il a disparu avant d'atteindre sa bouche. J'ai continué à parcourir le dossier, compte de service public, police d'assurance, services locaux qui n'avaient aucune raison d'exister sans que quelqu'un vive dans cette maison sous mon nom. Le schéma se répétait avec le même rythme, mes informations, la même adresse, des dates qui coïncidaient avec les périodes où j'étais parti. Chaque fois que ma voix menaçait de trembler, je me concentrais sur la lecture des détails plutôt que sur leurs expressions. Ma mère tenait une serviette entre ses deux mains, la tordant lentement jusqu'à ce que le tissu se plisse. Mon père fixait les documents avec la concentration de quelqu'un qui avait enfin accepté qu'il n'y avait pas d'autre explication qui attendait sous celle qui se trouvait devant lui. L'homme de la maison écoutait attentivement. Il se penchait en avant chaque fois que je tournais une page, traçant les lignes qui reliaient mon nom à la vie qu'il croyait partager avec moi. Quand j'ai mentionné le jour où je m'étais tenu sur son porche avec une clé qui ne fonctionnait plus, ses épaules se sont abaissées dans une compréhension silencieuse. Quand chaque page a été posée, il n'y avait plus rien à montrer. J'ai dit aussi clairement que possible que mon identité avait été utilisée sans mon consentement pendant des années, que les dossiers devant nous documentaient cette utilisation, et que j'avais déjà entamé le processus de correction avec une aide juridique. Je n'ai pas décrit cela comme un malentendu. Je l'ai nommé comme un choix. Le silence qui a suivi n'était pas la pause avant une autre excuse. C'était le son d'une histoire qui n'avait plus nulle part où se cacher. Dans les semaines qui ont suivi ce dîner, les conséquences sont arrivées plus vite que les sentiments de quiconque n'ont pu s'adapter. Nina a déposé les déclarations sous serment, a notifié les entreprises détenant des comptes à mon nom, et a envoyé des avis indiquant que mon identité avait été utilisée sans mon consentement. Les institutions ont gelé les comptes ou ouvert des enquêtes et ont ajouté leur propre rapport au dossier. Mon nom restait imprimé sur tout, mais pour la première fois, les systèmes derrière ces lignes me traitaient comme une victime, et non comme la personne qui avait créé le désordre. Les forces de l'ordre sont intervenues par l'intermédiaire d'une banque dont la politique de fraude laissait peu de place à l'ignorance de ce que nous avions montré. Une fois que le dossier a atteint leur équipe de conformité, la situation a cessé d'être un problème familial pour devenir un numéro de dossier. Un enquêteur a demandé où j'avais vécu, qui avait eu accès à mes documents, et combien de temps le schéma était passé inaperçu. Je ne racontais plus une histoire. Je confirmais des faits. Ma sœur a engagé un avocat et a coupé tout contact direct. Par l'intermédiaire de mes parents, j'ai appris comment elle présentait ce qu'elle avait fait. Elle appelait cela de la protection. Elle disait qu'elle avait maintenu ma vie stable sur le papier pendant que je travaillais à l'étranger. Elle prétendait qu'elle pensait que je serais reconnaissante une fois que j'aurais compris. L'homme de la maison a donné sa propre déclaration, expliquant comment il avait fait confiance aux documents et croyait partager une maison avec la personne dont le passeport et les dossiers correspondaient à mon nom. Aucune de leurs explications n'a changé les signatures sur les formulaires ni les dettes liées à mon numéro de sécurité sociale. Le processus judiciaire a avancé lentement mais sûrement. Des audiences ont décidé quel compte pouvait être annulé, quelle dette suivrait ma sœur au lieu de moi, et quel contrat devait être démantelé ou réécrit. Certaines entreprises ont coopéré, effaçant les soldes et corrigeant les dossiers. D'autres ont résisté jusqu'à ce que Nina insiste davantage. Une fois les conclusions devenues officielles, l'employeur de ma sœur a réévalué son poste. Un rôle fondé sur le jugement et la discrétion ne pouvait rester intact face à une enquête impliquant des signatures falsifiées et des dossiers déformés. Mes parents ont essayé de s'interposer entre nous. Ils ont demandé si je pouvais être moins ferme sur certaines plaintes, s'il y avait des comptes que je pouvais me permettre de laisser tranquilles, s'il y avait un moyen de tout gérer discrètement. J'ai écouté et répété la même réponse, je corrigerai ce qui avait été fait en mon nom, je suivrai le processus judiciaire, et je ne tordrai pas les faits pour rendre quiconque plus à l'aise. J'ai quitté l'hôtel et emménagé dans un petit appartement dans une autre partie de la région. Le bail ne portait que mes informations, et les clés dans ma main étaient le seul jeu. Jean-Pierre m'a aidé à mettre en place des alertes à la fraude. Nina a gardé un dossier prêt pour toute nouveauté. J'ai également obtenu une ordonnance de protection qui couvrait plus que les appels téléphoniques ou les messages. Ma sœur ne pouvait pas venir chez moi, ne pouvait pas se présenter à mon lieu de travail, et ne pouvait pas envoyer d'autres personnes à sa place.
Lorsqu'elle a testé cette limite une fois, la réponse est passée par les avocats au lieu de la famille, et l'ordonnance est restée en vigueur. Après cela, la distance a cessé d'être émotionnelle pour devenir structurelle. Ma relation avec mes parents n'a pas disparu, mais elle a changé. Quand ils posaient des questions sur leur autre fille, je leur disais de lui demander. Quand ils posaient des questions sur les fêtes de famille, je disais que je ne m'assiérais plus à la même table qu'elle. La maison liée à mon identité volée a été vendue dans le cadre du dénouement de la fraude. Je ne l'ai pas visitée avant qu'elle ne change de main. J'ai signé ce que je devais signer, et je l'ai laissé devenir l'adresse de quelqu'un d'autre. J'aurais pu m'accrocher à la colère et rejouer chaque premier avertissement que j'ai ignoré. J'aurais pu transformer tout ce gâchis en une anecdote amère que je raconterais comme preuve qu'on ne peut faire confiance à personne. Aucune de ces options ne me semblait être une façon d'avancer. La colère aurait pu être honnête, mais elle m'aurait maintenu dans l'ombre d'une vie que je n'ai jamais choisie. Ce à quoi je suis revenu, c'est ceci, la famille n'annule pas la responsabilité. La confiance sans limite n'est pas de la loyauté, c'est une brèche dans laquelle quelqu'un d'autre peut s'engouffrer et qu'il peut revendiquer. La documentation n'est pas juste de la paperasse, c'est un moyen d'ancrer la réalité quand les gens autour de vous sont prêts à la déformer. Si cette histoire vous offre quelque chose, que ce soit la permission de traiter votre propre nom comme quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Faites attention aux petites incohérences. Posez des questions quand les détails ne concordent pas. Et si jamais vous réalisez que quelqu'un a utilisé votre identité comme un déguisement, souvenez-vous que vous avez